podcast Intersection, le rendez-vous des passionnés de technologie et de leur impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue à Intersection. Hey, bienvenue. Bon matin, Jonathan, ça va bien? Très bien. Yes. Écoute, petite nouveauté ce matin? Oui, nouvelle formule, nouvelle façon de revenir un petit peu dans le quotidien des gens, puis de justement, étant donné que oui, c'est sûr, on fait de la balado, des fois on a des sujets plus longs, on va prendre beaucoup plus de temps, mais on s'est dit que ce serait le fun aussi d'être capable de revenir de façon plus hebdomadaire, bi-hebdomadaire, sur l'actualité, avec, dans le fond, des trucs peut-être un petit peu plus courts pour justement continuer là, d'être dans l'action. Hein. Exact. Être dans l'action, c'est un peu ça le mindset de cette espèce de série-là d'épisodes. Dans le fond, les épisodes où on était et qu'on sera toujours, en fait, ça se poursuit, chers auditeurs, mais on aura toujours des épisodes en présentiel ensemble avec des sujets un petit peu plus développés. Là, par contre, on voyait que la tech, on le sait, là, Joe, la tech, ça va vite anti-pêcher. Puis, je veux dire, c'est facile d'en manquer une coupe de balles. Fait qu'on fait cette espèce de mouture-là où est-ce qu'on va pouvoir adresser des sujets chauds qui sont récemment sortis sur l'actualité. Fait qu'un peu de l'actualité. Puis en même temps, ce qui a attiré peut-être notre attention aussi, là, dans le sens où il y a beaucoup de choses, mais à un moment donné, parmi toutes ces choses-là, qu'est-ce qui a attiré notre attention, puis qu'on a juste le goût de développer un peu là-dessus. Là. Exactement. Fait qu'on part le bal de ça ce matin. Carrément. Est-ce que, Joe, tu veux me starter ça avec un de tes sujets qui a retenu ton attention la semaine dernière? Oui, ben, je peux partir dans le fond avec Waze. Si vous connaissez évidemment la célèbre application là, à la style Google Maps, qui est un peu son pendant, mais qui est un outil de GPS finalement pour se retrouver sur la route, qui est super sympathique, qui a été acquis dans le fond par Google il y a quelques années. Dans le fond, à la base, Waze, c'est une plateforme de GPS qui est très ludique. Là. Donc, l'approche, vraiment, là, c'était tu peux voir les autres Wazers sur la carte. Puis l'idée d'intégrer justement du reporting. Donc, selon, évidemment, ce que tu vois sur la route quand tu t'en vas, quand tu te promènes, dans le fond, va contribuer à la communauté des Wazers, entre autres, notamment quand il y a des présences policières, de pouvoir reporter, si ça arrive à proximité, etc. Donc, ça a été pas mal popularisé avec Waze. Puis aussi certaines fonctionnalités de Waze qui ont été intégrées éventuellement dans Google Maps. Et dans le fond, la semaine dernière, Google et Waze, l'équipe, ont annoncé là, une nouvelle feature vraiment intéressante qui est du reporting vocal qui est boosté, dans le fond, à l'AI par Gemini. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans le trafic, dans un centre-ville ou whatever, évidemment, là, à l'heure actuelle, on parle seulement de la version anglaise qui permet de le faire, mais évidemment, on comprend que très bientôt, ce sera peut-être disponible dans toutes les langues. Mais là, on peut littéralement dicter qu'est-ce qu'on voit. Donc, je suis dans le trafic. Je sais, il y a quand même un trafic lourd devant nous à partir de l'intersection, mais ça n'a pas l'air très, très gros, etc. Donc, on passe un message comme ça, puis Waze va tout simplement reprendre ça. Il va l'appliquer dans les informations, dans le fond, qu'il va rendre disponible à tous les autres utilisateurs sur la carte. Donc là, on est vraiment si on pense à des grands centres, si on pense, par exemple, à New York, où on a une circulation dense, où est-ce que ça change extrêmement rapidement, on se retrouve avec la possibilité là, d'avoir vraiment en real time des informations sur la circulation et non pas nécessairement d'arriver un peu dedans puis faire comme « Ah merde, j'aurais pu prévoir ». Donc, on vient littéralement booster l'intelligence de Waze avec Gemini pour en faire un outil là, vraiment plus performant. C'est bon, j'ai pris des notes. Est-ce qu'on appelle ça vraiment des Wazers? C'est la première fois que j'entendais ça, je trouve ça cool. Cette communauté-là se nomme les Wazers. Oui, absolument. Je ne savais pas. Okay. Oui, parce qu'en fait, même quand tu es un Wazers, dans l'application en soi, c'est comme ça que tu es appelé. Puis jusqu'à tout dernièrement, il y avait comme un principe aussi d'icône, exactement, ouais. Selon la distance que tu as parcourue avec Waze, etc. Là. Donc, c'était très axé justement sur la ludification et tout. Là. Mais c'est un pan peut-être qui a été un petit peu plus abandonné là, dans les dernières années. C'est même... Vas-y. Ben, j'allais dire, moi, from day one, je suis team Google Maps, là, mais après coup, je suis arrivé pour aller sneaker un peu avec What's the fuss about Waze? Là. Je l'ai installé à un moment donné, puis je suis comme fait qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de ludification, on a tous nos petits emojis, nos petits icônes, nos petits avatars, pardon. Fait que il y a ça, mais je me rappelle que l'installer me faisait découvrir un peu cette espèce de notion de collaboration entre drivers, cette espèce d'idée-là qui était de caller les shots sur des choses qu'on voit. Puis là, c'est rendu
chose commune, peu importe l'application de navigation que tu utilises, ben, j'utilise Google Maps. Il y a à peu près les mêmes affaires-ish là, pour signaler des trucs sur Google Maps. Ouais. Fait que c'est présent quand même partout. Mais c'est un héritage littéralement de Waze. Dans le c'est sens ça. Clairement, c'est dans l'acquisition. Clairement, c'est ce que Google a voulu, c'est d'aller rechercher pour un peu les features puis de les intégrer dans Google Maps. Puis de voir à quelque part aussi à un certain moment donné, peut-être qui allait remporter la guerre. Dans le sens où tu avais Maps, tu avais Waze qui prenait un peu du galon à côté. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, probablement que Google va soit merger tout ça ensemble ou va en abandonner un des deux. Là, je veux dire, c'est un peu difficile de suivre actuellement parce qu'il n'y a pas si longtemps, on avait l'impression justement qu'on voyait plus une régression dans Waze, justement, parce qu'on voyait que le côté de l'éducation était un petit peu plus abandonné, etc. Puis on voyait apparaître des fonctionnalités de Waze dans Google Maps. Fait qu'on se dit, on se dirige tranquillement vers Maps. Même moi, comme consommateur, comme utilisateur, je passais de Waze, puis là, je faisais comme, je voyais que finalement, il y a des features qui revenaient dans Maps. Fait que là, tranquillement, je retournais dans Maps. Mais écoute, je m'ennuyais tellement de ma voix de Darth Vader dans Waze que je suis retourné dedans. Voilà. Donc, mais bref, tu sais, il y a c'est comme dur à l'heure actuelle de savoir lequel des deux va supplanter l'autre. Là, mais c'est ça de voir là, aujourd'hui qu'on continue d'annoncer des nouvelles features dans Waze. Ça laisse croire qu'il n'y a pas nécessairement de décision puis de roadmap là, qui a été mis en place en disant OK, ben on kill Waze dans tant d'années. Tu sais, c'est donc ce que je vais dire, mais mettons, tu regardes Meta qui own autant WhatsApp que Messenger, qui sont basically deux apps qui, à leur fondation, sont des apps de communication. Tu peux communiquer voix, texte, WhatsApp, tu peux communiquer voix, texte, Messenger, mais ils ne vont pas tuer. En tout cas, présentement, ils doivent avoir un peu ce même dilemme-là parce qu'il y a une grosse partie de la planète qui est sur WhatsApp. La petite planète Québec est très, très Messenger. Puis j'ose croire qu'on n'est pas les seuls. Fait que, tu sais, ces grosses entreprises-là, quand elles tombent avec deux produits qui sont similaires, qui ont fait des acquisitions, ultimement, business-wise, tu regardes le cash, c'est la génération de revenus, puis si les deux, c'est positif, ben il y a peut-être une raison de garder les deux. Je ramène ça quand même à Waze, puis notre gang de Wazer. Je suis content que tu en parles parce que moi, j'ai mis Android Auto sur ma voiture il y a 2 ans, puis avec Google Maps, l'aspect caler des shots de ce qui s'en vient, il y a une voiture de police qui est là-bas, il y a un accident. Mais c'est bizarre d'aller faire ça dans le char. Tu sais, tu es sur l'highway, tu es supposé être focus sur la route. Là, tu sais, pogne le piton, on va dire s'il y a quelque chose qui est là, je suis sur le bon piton. Tu sais, la concentration n'est pas parfaite quand tu te mets à. Puis là, tu regardes, là, tout le monde te dit qu'il y a une police dans pas long. Là, tu regardes au loin, tu es comme, hey, je vais aller la voiture, c'était-tu le char qui est là? Fait que, tu sais, tu focuses putain sur la route. Fait que c'était pas. Je trouve que c'est pas super sécuritaire, je trouve, là, ce bout-là. Mais d'ajouter la voix, j'ose croire que c'est un peu l'alignement qu'ils ont décidé de prendre, de dire, ben, on va y aller avec la voix, ça va être bien plus simple de même, puis on va interagir de cette manière-là, tu sais. Tu sais, il s'ajoute aussi, même aussi dans l'équation, tous les systèmes GPS built-in, en fond, qui viennent dans les véhicules, plus intelligents aujourd'hui. Moi, j'ai la chance d'avoir une belle voiture électrique, Hyundai Ioniq 5. J'ai découvert que le système de navigation GPS qui vient dans la voiture m'avertit quand je passe dans des secteurs de photoradar fixe. Fait que j'ai même pas besoin de faire aucune interaction. Fait que je roule, j'écoute la musique, je suis en train de parler, je me rends pas compte du secteur que je suis. Poup! J'ai une interruption, puis le système va dire que je suis à l'approche d'un système radar fixe. Fait que tu vois que là, tranquillement, pas vite aussi, il y a de l'évolution de ce côté-là. Fait que est-ce que tantôt, justement, le reporting, si on est du 100% voix, si on va vers un peu le principe de ce que Waze essaie d'amener, ben, on fait juste actionner au volant l'interaction, puis on dit qu'est-ce qu'on voit. Il y a une police à l'intersection entre les deux sur le terre-plein. Puis à ce moment-là, ben, le marqueur s'ajoute. Puis vient se référencer avec les reportings de d'autres utilisateurs pour venir confirmer, exemple, si c'est le cas. Fait que, là, effectivement, comme tu le dis, on sort de l'interaction là, qui est un peu tricky de faire, OK, effectivement, il faut que j'appuie sur le bouton écran, faut que je sélectionne de quoi alors que je suis au volant. Là. Normalement, je ne devrais pas faire ce genre d'intervention-là. Non, totalement pas. Et à plusieurs moments, je me suis mis du côté des forces de l'ordre
comment les forces de l'ordre se sentent par rapport à toutes ces technologies-là qui leur mettent des bâtons dans les roues pour mettre le grappin à des gens qui autrement auraient fait de la vitesse. Là, c'est un autre débat, là, c'est un autre sujet rendu là. On n'est pas obligé d'ouvrir cette boîte de Pandore-là, mais j'ose croire que les Waze et les Google Maps de ce monde, avec ces notions de communauté-là, le nerf de la guerre, c'est pas de dire grâce à nous, vous n'avez pas pris une étiquette, vous pouvez continuer à rouler vite, puis on va vous le dire quand il faut ralentir, ce qui est totalement un non-sens. Là. Mais j'ose croire que leur fer de guerre marketing, c'est pas nécessairement dire ça, c'est plus grâce à nous, tu vas avoir une intelligence plus accrue de la route, tu vas savoir ce qui se passe, tu vas anticiper, ça va être proactif. Puis, by the way, tu vas peut-être pas prendre une étiquette si tu roules vite, mais ça, je pense pas qu'ils le disent là, nécessairement de cette manière-là. Ouais, non, je pense plus que ce qu'on cherche à renforcer, c'est le principe que, tu sais, justement, on veut être proactif dans, réduis ta vitesse parce que tu es à l'approche. Fait que donc, ça te sensibilise à avoir un meilleur comportement. Fait que ça va inévitablement ralentir la route en général. Donc, je pense qu'il y a un côté positif à ça. Mais oui, comme tu dis, on peut le voir de l'autre sens. Puis on se dit, je vais tricher, j'ai Waze qui me le dit, mais c'est risqué, mettons. Juste en terminant aussi sur Waze, on te laisser introduire ton sujet. Yes. Dans le fond aussi, truc qui est super intéressant, il y a une collab avec la Ville de Québec et Waze. Donc, les données sont partagées. Puis, dernièrement, ce qu'on a appris, puis on l'apprend dans l'article justement que je l'ai lu, c'est que on va avoir maintenant les zones scolaires, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, à l'approche des zones scolaires, là, justement, l'indication de réduction de vitesse et tout là, va être intégrée. Là. Donc, ça, c'est un volet quand même intéressant, je pense. Pour deux jeunes papas que nous sommes avec des jeunes enfants, moi, l'aspect sécurité routière aux abords d'une école est vachement important. Oui, absolument. Vraiment, vraiment. Cool. Puis bon, peut-être pour clore la boucle là-dessus, c'est donc un autre exemple que si, guys, vous n'avez pas compris que la voix et l'utilisation de la voix au sein de nos technologies est quelque chose qui est en hyper émergence et en croissance. On va en reparler dans d'autres épisodes du podcast, sur d'autres sujets, mais on en a déjà parlé un peu. L'ère d'utiliser un keyboard, une mouse, une souris, d'utiliser des boutons dans son char, c'est encore là. On va s'en reparler dans une dizaine d'années, puis je pense que le portrait va être différent. Oui, absolument. Grandement changé, assurément. Cool. J'aborde peut-être une autre nouvelle, moi, qui m'a pas frappé, mais que j'ai trouvé importante et digne de mention. Joe, tu le sais, là, moi, TikTok m'a eu avec son algorithme. TikTok a gagné sa bataille avec moi. Je suis un apôtre, bien malgré moi. Puis, la semaine passée, on apprenait que le gouvernement canadien, côté donc fédéral, a décidé de imposer la fermeture des 2 bureaux de TikTok au Canada, soit à Vancouver et à Toronto. Sous peine, en fait, tout ça, c'est si on remonte un peu à la genèse de la chose, on se rappellera que c'est l'année passée, 2023, le gouvernement canadien avait forcé à ce que aucun appareil gouvernemental puisse installer cette application-là. Donc, tout fonctionnaire, peu importe le stade dans la hiérarchie, n'a pas le droit, n'a toujours pas le droit d'avoir cette application-là d'installer sur ses devices. Tout ce qui est aussi là, ça, c'était peut-être plus au Québec. Tu sais, tous les médecins qui n'ont pas le droit d'être sur. Tu sais, ils ont comme obligé plein de métiers à ne pas avoir leur page TikTok. Je me rappelle que il y avait plusieurs médecins qui étaient vocales sur ce réseau social-là. Et c'est du jour au lendemain, ça a été terminé. On vous oblige à ne pas avoir ça. Et à parler en tant que médecin sur cette plateforme-là. Tout ça, beaucoup a été initié, en tout cas au niveau fédéral, ici, et Québec aussi un petit peu, l'année passée, de vraiment resserrer un peu les taux sur l'utilisation de ça. C'est pas encore non permis. Ça n'a pas été banni pour toute la population. Mais les taux s'est resserré encore plus la semaine dernière, donc avec la fermeture de ces 2 bureaux-là. Donc, c'est plusieurs, je crois, centaines de jobs là, qui sont mis à péril comme ça au Canada. Moi, puis là, c'était la raison aussi, tu sais, parce que là, bon, quand même bien que je suis apôtre de ça, je veux dire,
je le vois bien que c'est pas parfait, cette histoire-là. C'est chinois derrière ça. C'est des propriétaires chinois avec du code chinois, avec de la possibilité d'en connaître beaucoup sur l'utilisateur qui est là. Donc, on jongle présentement avec beaucoup de gens qui utilisent l'application. Et là, c'est plus vrai là, que TikTok, là, c'est juste des petites filles de 12 ans qui font des danses. Là. J'invite tout le monde, ben pas nécessairement, parce que j'invite tout le monde à se renseigner s'ils veulent aller voir un peu ce qu'il y en est vraiment puis qu'ils ne l'ont pas testé. Nourrissez cet algorithme-là. Dans 2-3 jours, vous allez découvrir que c'est pas ça pantoute. Ça va vraiment vous nourrir sur des choses que vous aimez pour vrai. Plus vous nourrissez l'algorithme, plus vous likez, plus ça va devenir extrêmement pointu et précis. L'envers du décor, c'est qu'on ne sait pas nécessairement tout ce qui est pris comme data des utilisateurs. Et puis, en fait, oui, on le sait. C'est-à-dire que tout est pris. Vu comme ça, en fait, eux, ils vont dire qu'on va tu sais, ils ont des pages de privacy policy, voici ce qui se passe, termes et conditions. Mais entre ce qui se passe là, entre ça et la réalité, c'est un autre portrait. Puis, on parle vraiment d'un accès ouvert à l'appareil mobile. Là. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très ouvert. Cela dit, est-ce que TikTok est un cas unique là-dedans? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres plateformes qu'on ne soupçonne pas nécessairement qui ont un accès quand même très large à nos appareils, même si dans les dernières années, les fabricants, pas les fabricants, mais les ingénieurs logiciels, que ce soit sur iOS ou que ce soit sur Android, ont apporté des changements pour éliminer les applications qui ne cherchaient qu'à collecter des données de façon éhontée, si on peut dire. Donc là, ça s'est refermé. Mais tu sais, même à ça aussi, la genèse de tout ça remonte à plusieurs années aussi, avant même TikTok. C'est vraiment un enjeu politique. On se souvient, il y avait eu une dame qui représentait Huawei, le fabricant d'appareils mobiles, qui était, je crois, dans la région de la Colombie-Britannique, je pense à Vancouver, dans le secteur de Vancouver. Et qui avait été arrêté littéralement pour soupçon d'espionnage, dans le fond. Et à partir de là, on a compris qu'il y avait une guerre quand même assez importante et directe entre le gouvernement canadien et le gouvernement chinois, dans le fond, sur l'incidence de l'espionnage, etc. Et donc, ensuite, bien évidemment, Huawei s'est retrouvé beaucoup moins présent en territoire canadien. Puis ensuite, le gouvernement canadien a commencé à regarder du côté de TikTok, voyant effectivement la popularité, étant donné que c'est probablement un des outils actuellement, qui est le plus beau symbole de l'attention economy. Là. Donc, je veux dire, les jeunes et moins jeunes, les gens qui utilisent sont comme tu dis, sont hookés. Hey Joe, on a même notre compte TikTok, nous aussi, là. Non, c'est un incontournable, assurément. Donc, clairement. Puis peu importe où tu es, même. Je veux dire, j'ai pas, moi personnellement, je n'ai pas de compte TikTok, mais je veux dire, je reçois des TikTok, j'en vois passer sous d'autres formes, dans des stories qui sont republiées, mettons, sur Facebook ou sur Insta. Donc, tu vois que la plateforme est rendue très, très puissante. Là. Fait que, assurément, c'est normal qu'à quelque part là, avec toute cette histoire-là, puis ce backlog de guerre d'espionnage et d'accès à l'information, ben là, le gouvernement canadien a dit OK, il faut qu'on resserre les taux. Là. On est clairement dans. On suit la tech depuis longtemps, là, toi puis moi, puis on est carrément dans un gros high de cette de popularité. Et même, je regardais un peu avant l'épisode, là, j'essaie de trouver des stats qui montraient peut-être, je suis pas OK, ChatGPT à savoir, tu peux-tu me sortir des stats qui démontrent peut-être que il y a une décroissance un peu des autres réseaux sociaux vis-à-vis une croissance de TikTok. C'est pas nécessairement. Il y a certains qui ont une décroissance, d'autres plus une stabilité des choses. C'est plus une grosse croissance, plus qu'une stabilité des users en ce moment. Là où TikTok est je pense, moi, dans ma tête, je pensais qu'il battait à la plat de couture les réseaux sociaux en place, mettons Instagram, Facebook. Mais Facebook est tellement un très gros écosystème. Tu y vas pour dater, tu y vas pour marketplace, tu y vas pour des événements, tu y vas pour Messenger. C'est rendu vraiment multi-usage. Fait que je pense que ça les rattrape. Ils sont capables de conserver quand même un auditoire qui est grand, puis un petit peu grandissant. Mais mon feeling à moi, c'est ça, c'est qu'on on n'a pas fini d'entendre parler. Ce n'est qu'en croissance. Puis tu sais, là, boule de cristal, c'est un jour. Là, on a Trump qui est rentré la semaine passée au pouvoir aux États-Unis. Est-ce qu'un jour, on va bannir carrément l'application
aux États-Unis pour les gens qui sont là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de lobby qui se fait pour que ça n'arrive pas parce que c'est trop ancré dans les veines de millions, de milliards d'utilisateurs. Ouais. Mais le jour où peut-être qu'on va forcer de mettre la clé dans la porte de cette histoire-là, fait que là, on va se revirer vers quoi, là, tu sais, je sais pas. Effectivement, c'est un super bon point. Disons qu'avec ce qui se passe sur la scène internationale, les élections américaines, il y a lieu d'être de voir qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Puis honnêtement, j'ai aucune idée. Dans le sens où le personnage est difficile à suivre. Donc, très hâte de voir là, justement les 4 prochaines années, qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Absolument, absolument. On arrête TikTok pour là, on passe à ton prochain sujet. Oui, absolument. Amazon? Oui, j'ai trouvé ça super intéressant. Tu sais, évidemment, je pense qu'on le veuille ou non, on finit, même si on veut encourager l'économie locale, inévitablement, on finit toujours par acheter un petit truc une fois de temps en temps sur Amazon par nécessité. Puis, dernièrement, dans le fond, Amazon a annoncé qu'ils élargissaient leur programme Amazon Air. En fait, c'est Prime Air, pardon. Prime Air, dans le fond, parce que ça a été lancé plus tôt, il y a quelques années même, je pense, déjà, où il y avait un service, dans le fond, en Arizona, qui permettait de recevoir certains colis, un nombre de produits quand même limité, mais par drone. Entre autres, il y avait des produits pharmaceutiques qui avaient été testés. Donc, tu peux aller chercher littéralement, recevoir tes médicaments. Puis c'était avec un collège américain. Là, donc, les étudiants pouvaient commander leurs médocs et les recevoir par Prime Air. Puis là, on parle d'un service qui actuellement, on parle de livrer dans les 30 minutes à 1 heure un produit du catalogue de 50 000 produits qui sont disponibles. Donc, on parle de produits avec une limitation qui ont maximum 5 livres pour être transportés par l'appareil MK30 de drone, dans le fond, de Amazon. Drone qui a été grandement amélioré, notamment justement sur les capacités qu'il y a d'être dans les intempéries. Donc, c'est un drone, évidemment, qui peut fonctionner s'il pleut, ce qui n'était pas nécessairement le cas de son prédécesseur. Il fonctionnait, mais il n'était pas nécessairement conçu pour ça, donc ce n'était pas les meilleures conditions. Donc, là, maintenant, on a un appareil qui est vraiment plus résistant de ce côté-là. Et aussi au niveau du son, parce que je pense que c'est un enjeu. Donc, le son, là, on parle d'un appareil là, qui va limiter un petit peu plus le côté décibel. On parle de 40 à 60 pour le vieil appareil et la version antécédente. Et là, on parle d'avoir réduit ce son-là de 50 %. Donc, là, on va être plus dans un 20 à 30 décibels, ce qui est vraiment très, très bien. Parce que si on pense évidemment qu'on a plusieurs de ces appareils-là dans le corridor aérien, mais là, on ne veut pas nécessairement là, que ça devienne problématique de se faire livrer ça. Donc, c'est tout à fait logique de penser qu'on veut réduire l'empreinte sonore de ça. Donc, 50 000 produits, dans le fond, qui sont maintenant disponibles. Toujours encore une fois, on parle du Texas, on parle d'une ville qui s'appelle Tolleson, je crois. Okay. Donc, qui est maintenant accessible. Puis là, on a la possibilité de faire ces achats et de se faire livrer dans ce fameux dernier kilomètre-là très rapidement. Là. Donc, dans les statistiques justement qui ont été avancées par Amazon, je pense qu'ils disaient que dans la dernière année, dans le fond, ils ont atteint plus d'1 million de colis qui ont été qui ont été livrés à l'intérieur, dans le fond, d'une journée. Donc, le One Day Delivery. Donc, plus d'1 million de colis qui ont réussi à le faire. Puis, moi, je l'ai vécu dernièrement. Ce joli micro, pour ceux qui voient le truc. Commander ça sur Amazon. Pas le panier bleu? Non, pas le panier bleu, malheureusement. J'ai tenté, mais ça me disait que c'est ça. En tout cas, bref, commandé la veille et reçu le lendemain. Donc, c'est quand même très impressionnant. Puis, ça relance un peu le débat sur dans le sens où qu'est-ce que ça va prendre pour arrêter Amazon. C'est rendu assez majeur. Là. Même si depuis un certain temps, on voit apparaître des joueurs comme Temu ou même Alibaba à un moment donné qui a été quand même assez fort aussi. Ouais. Tendance à croire qu'Amazon continue d'être fort. Là. C'est une course folle. Là, et ils sont bons premiers, ça c'est certain. Là, ça c'est sûr. Puis c'est sûr que ça amène aussi, là on rouvre la porte à OK, mais travailler chez Amazon, ça ressemble à quoi, là? T'aurais-tu travaillé chez Amazon, toi, là faire des colis, puis tout ça, puis toute cette espèce dans l'envers du décor.
Il y a de moins en moins de gens qui travaillent là. C'est ça aussi, la C'est particularité. vrai, t'as raison. Le monde dans lequel on est actuellement, tout le volet, préparation de commandes, préparation de colis et tout ça, est en train de se robotiser à vitesse grand V. Ouais. Donc, de moins en moins d'humains qui vont traiter ces colis-là. Après ça, c'est sûr qu'il y a l'enjeu de la production, mais cette production-là, c'est sûr qu'elle est indirectement dans la cour d'Amazon parce que c'est pas eux nécessairement qui sont les fabricants. Ouais. Mais tu sais, leur bout de si on peut dire, de la chaîne est en train de s'automatiser très sérieusement, là. Donc, on est vraiment dans une autre dynamique, là. C'est assez impressionnant. Pour avoir déjà vu justement quelques petites vidéos là, qui présentent, dans le fond, les chaînes, comment ça fonctionne chez Amazon, la robotisation, les tests qu'ils font. C'est complètement fou, là. Puis, on peut juste penser à quel point tout ça vient de prendre une swing. Supérieur encore avec ce qui s'ajoute en termes d'AI, donc de reconnaissance des objets, etc., etc. Là, ça doit être quand même assez impressionnant de penser à quels seront les prochains développements de ce côté-là d'Amazon. C'est fascinant. Maintenant, si on revient à livrer par drone, c'est toujours au même titre que la navigation autonome, les voitures autonomes. Là, nous, on a toujours notre tête de Québécois là, qui se disent hey, tabarouette, quand est-ce que tu vas voir ça ici, puis tout ça. Mais comme n'importe quel tech, je veux dire, c'est démocratisé, c'est testé, il y a d'innombrables itérations qui vont se faire dans des zones un peu plus safe, dans des places un peu plus, c'est un peu plus safe. Mais c'est où que je lisais ça dernièrement? Je pense que c'est en Californie. La Californie est comme le berceau de beaucoup de tech qui se fait. Des voitures autonomes qui roulent pour aller, des taxis autonomes. Il y en a plein là, qui se font. Là. C'est là, c'est actuel, ça se fait. Fait c'est le fun d'avoir un regard sur ces endroits-là, puis potentiellement se dire, ben ça va s'en venir ici éventuellement. Maintenant, le drone, une tempête à moins 32, je veux dire, en plein mois de janvier, à quoi ça va ressembler ici au Québec, je ne sais pas. Ouais, moi, j'aurais tendance à croire que ça va être un peu comme le même principe que les vols d'avion. Là. Ça va être delivery delayed. Dans le sens où, quelque part, ils vont être capables de voir, OK, ben, il y a des scénarios météo qui s'en viennent, donc le feature de service dans cette région-là ne sera pas disponible. Ouais. Donc, on est capable de le savoir. Hey, guys, il y a une tempête qui s'en vient. Bon, ben, écoute, dans 24 heures, le Prime Air ne sera pas disponible parce que ça ne sert à rien d'essayer de sortir les appareils. Exactement. Donc, je pense que c'est possible que ça s'adapte, surtout pour ça. C'est moins crucial nécessairement que de rouler. Comme on en a parlé pour les véhicules autonomes, ben, des fois, il faut que tu te déplaces, tu n'as pas le choix. Mais là, dans ce cas-ci, est-ce que ta livraison, c'est nécessaire vraiment que tu l'ailles le lendemain? Je pense que généralement, dans une bonne partie des cas, on peut attendre. Donc, je pense que il y a ça qui va entrer en ligne de compte là, aussi. Là. Fait que, mais oui, puis ça va d'avoir la résistance des appareils avec les changements climatiques, l'eau, le froid, etc. Mais tu sais, je vois ça plus proche qu'on le pense, je pense. C'est vraiment la vitesse de croissance que Amazon prend avec ces produits-là. Je ne serais pas surpris là, de voir qu'un déploiement Tranquille va se faire de façon plus large à d'autres États américains. C'est sûr que avant que ça arrive au Canada, il va falloir que ça passe avec les instances qui régissent tout l'aérien ici au Canada. Ouais. Mais tu sais, bon, encore une fois, peut-être que c'est quelque chose qu'on pourra se parler dans 5 ans, voir où est-ce que c'est rendu. Ce qui m'amène à jaser un peu d'une petite coquinerie. Puis je la Google Live là, je te l'avais envoyé un peu. Angry Florida man shot Walmart drone with his pistol. Donc, on voyait dernièrement que... Make America Great Again. Make America Great Again. Donc, on avait un copain en Floride là, qui est là, que lui, il a 72 ans, puis malheureusement, Dennis Wynn, il n'a pas suivi les actualités autant que toi puis moi, Jonathan. Puis quand il a vu cette affaire-là, puis je veux dire, il y a la guerre partout sur la planète, 1 et 1 font 2, je veux dire, on tend à se faire attaquer. Lui, il a sorti son gun, puis il a shooté ça. Donc, c'était terminé pour le drone de Walmart qui venait simplement livrer un petit paquet Walmart à un voisin dans le voisinage. Avec son pistolet 9 mm. Alors, et il s'est fait arrêter. Et puis, je ne sais pas le dénouement. Il faudrait le lire ici, là, mais ça m'a quand même fait rire un peu quand tu m'as envoyé ça.
parce que c'est ça, là, c'est pas encore ancré dans les mœurs de tous et chacun. En fait, c'est loin de là, encore. Ah, absolument, c'est clair. Là, il va y avoir des situations à venir. Puis je pense que Amazon est un peu en train de vivre avec ses tests, puis de voir comment est-ce qu'ils vont adapter tout ça. Là. Donc, non, il y aura sûrement d'autres épisodes loufoques avec ça. Absolument. Cool. Sinon, ben, une petite dernière pour la route, là. Moi, quelque chose que j'ai vu passer sur tous mes réseaux la semaine dernière, c'est le fameux nouveau Mac Mini M4. Donc, on se transporte un peu sur de la techno hardware côté Apple. Oui. Donc, ils ont sorti ça la semaine dernière. Moi, l'histoire réelle pour moi, je suis un fervent, je suis un gars de Windows à la base, mais depuis mes 12 dernières années à job, c'est juste des Mac qu'on me donnait. Fait que j'ai comme, donc, par la bande, appris à jongler avec the other side of the force, là, tu sais. Ce qui fait que je suis un peu par la bande ce qui se passe à ce niveau-là, puis on ne changera rien, là, je veux dire, Apple, ils savent là, faire des produits là, très, 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 très bien. Puis ça vient avec l'aura Apple, avec beaucoup de. Il y a une crédibilité d'emblée qui est là généralement lorsqu'un produit est sorti chez Apple. Le Mac Mini M4 est sorti la semaine dernière. Ce qui est intéressant par rapport à cet ordinateur-là, donc, c'est pas gros, là. C'est juste Non. ça tient dans une main, là. Ça tient dans une main. Et Quasiment la grosseur d'un post-it. Là. genre, ça n'a pas de sens, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, à défaut de se répéter, là, mais plus les années avancent, plus le form factor, on se rapetisse. Ouais. Et plus à l'intérieur, c'est plus puissant que ce que ça n'a jamais été. Le Mac Mini en est un autre exemple. Donc, moi, de ce que j'ai vu passer dans tout le monde qui a fait des reviews par rapport à ce produit-là, c'est que c'est le meilleur ordinateur pour le prix que tu vas avoir. Il n'y a rien présentement dans le marché qui va te permettre d'avoir autant de puissance, autant de portabilité. Tu vas pouvoir l'amener un petit peu partout. Puis au niveau du prix, c'est super intéressant. On parle d'un ordinateur qui se détaille. Là, puis dans le canadien, je regardais le canadien hier, c'était 799 canadiens pour le modèle de base. Puis là, fidèle à eux-mêmes, tu peux monter ça avec. Tu peux upgrader, c'est comme un char, tu as des options là-dessus. Ouais. Fait intéressant. Bon, c'est avec la puce M4 d'Apple. Fait intéressant. Bon, tout le monde était comme, il était temps qu'ils mettent de base, c'est du 16? Attends, je pense que c'est 16 GB de RAM. Ouais. Parce qu'avant, c'était 8 la base. Ouais. Mais là, ils ont dit que tu prends le plus petit modèle du char, là, il vient avec 16 GB de RAM. Ce qui est, en mon sens, aujourd'hui, puis étant, je pense que c'est la même chose pour toi, Joe, là, je veux dire, on est un peu une référence tech pour amis, collègues, famille, puis tout ça. Fait que quand quelqu'un a besoin d'un ordinateur, il appelle Joe, il appelle Simon, je devrais-tu faire ça? Puis la question de la RAM, tu sais, 8 en 2024-2025, c'est correct, là, mais de la minute que tu te gâtes 16 tabs Chrome avec ton Word document qui marche puis ton Outlook, c'est lourd un petit peu. C'est lourd Non, un petit peu. absolument. Absolument, parce qu'on est passé d'un Internet où tout ce qu'on faisait, c'était de l'optimisation. Donc, on optimisait les images, on optimisait tout dans la conception, même au niveau logiciel, les logiciels étaient légers, c'était pas trop lourd à télécharger à un horizon où là, on s'est dit, bon, on est dans la haute vitesse, fait que c'est plus vraiment un enjeu, fait que tout est devenu lourd, tout est devenu gros. Ouais. Fait que, ça demande des appareils plus costauds pour soutenir ça. Puis, effectivement, je pense que ça a toujours été un peu un reproche que les consommateurs ont eu du côté d'Apple, c'est que les versions de base venaient avec des specs minimum. Là. Donc, que ce soit même au niveau du HD, du disque dur. Donc, c'est souvent, on installe l'OS, puis après ça, on a bouffé littéralement presque déjà 50% de l'espace. Ouais. Donc, ça nécessitait comme systématiquement d'aller prendre une option pour avoir un disque dur élargi, etc. Donc, c'était très rare que les gens achetaient les versions de base, à moins de vouloir vraiment juste naviguer puis travailler de façon légère. T'sais. Absolument. Donc absolument. oui, mais le Mac Mini, moi, c'est un appareil que j'aime beaucoup. J'en ai eu dans un contexte d'affaires. Ouais. C'est comme des appareils que je fournissais justement à mes employés lorsque justement il y avait à être au bureau. C'est vraiment des appareils idéaux. Puis il y a eu une période où on était sur des appareils avec des HD qui étaient des disques durs qui étaient un petit peu plus lents, là, les appareils plus
SATA qu'on appelle. Ouais. Donc, tu pouvais racheter des Mac Mini pour vraiment pas cher, puis les transformer en ajoutant, dans le fond, des solid state, là, des SSD, littéralement, comme disque de ces appareils-là. Et là, tu décuplais la puissance, là, parce qu'évidemment, la majorité de ces appareils-là étaient ralentis par la performance disque. Fait que tu avais vraiment des petites bombes entre les mains pour pas cher. Puis j'ai vu des gens, comme tu le dis aussi, dans un contexte professionnel, préférer largement des Mac Mini sur les stéroïdes à un MacBook Pro, dans le fond, pour faire de l'édition, des trucs comme ça. Donc, il y avait eu souvent comme tu dis, des reviews qui encensaient là, vraiment qu'est-ce qui se passait du côté des Mac Mini. Là. Donc, c'est pas surprenant de voir là, qu'il y a toujours une belle évolution de ce côté-là, puis que l'appareil déjà connaît un bon succès juste d'un point de vue ce que la communauté en pense. Hein. Exactement. Fait que c'est de très bonnes petites machines. C'est drôle parce que quand je regardais ça, je regardais les forums sur Reddit, là, les gens qui commentaient, puis si pour un base, là où c'est un peu contradictoire parce qu'on dit que le modèle de base est très puissant quand même, puis peut faire plein de choses, puis portable, fort, puissant. Si tu passes du 16 à 32 GB de RAM, donc dans tes options, si tu prends le base model puis tu l'extends au maximum de RAM, le prix que c'est là équivaut à acheter 2 ordi de base. Parce que d'ajouter à 32 GB, je pense que c'est 1000$ de plus, genre. Ouch! Ouais, fait que là, tu sais, là, les gens sur le forum étaient comme genre, c'est cool la base, mais Mac, dans les options, là, tu te fais rincer le portefeuille là, quand tu te gardes des options parce que ça explose. Là. Moi, je me rappelle des exercices j'avais des amis qui voulaient se magasiner un Mac, puis là, on faisait juste jouer à aller. Tu pognes toutes les options qui se peuvent sur un des ordis, puis tu arrives avec un ordi qui te coûte 8000, tu es comme, ouais, c'est quoi cette histoire-là, tu sais? fait que faites juste attention au niveau des options parce que ça peut changer la donne au niveau du pricing. Mais j'aime ce que tu dis, te dire, ben, va te chercher un base model, tu sais, puis fais un bout là-dessus, puis dans une couple d'années, à la limite, va chercher des parts, des pièces là-dessus qui vont augmenter, qui vont moins te coûter cher un petit peu dans une couple d'années, tu sais. Quelque chose d'intéressant aussi que si vous remarquez, là, dans l'évolution de ces appareils-là, même que ce soit d'un Mac, MacBook Air, d'un Mac Mini ou quoi que ce soit, il y a un nouvel appareil aujourd'hui qui s'est ajouté pour compenser le fait qu'on retire les ports de plus en plus de ces appareils-là parce qu'on les rend petits. Donc, on est tous rendus avec des giga adaptateurs. Ouais. Fait que, tu sais, quelque part, il y a comme dans le fond, ils se sont dit, ben nous, on miniaturise, on va rendre ça tout petit, mais là, après ça, ben, ça va être au consommateur de se débrouiller pour acheter un autre appareil qui va à côté pour brancher ses accessoires dessus. Alors, ce que tu dis, c'est que le câble qui va powerer le courant est giga gros, c'est ça que tu me dis? En fait, ce que je veux dire, c'est que, étant donné qu'on réduit le nombre de ports disponibles, ouais. on rend la responsabilité au consommateur de dire achète-toi un power adaptateur. Va te chercher un docking station avec plein d'autres. Exactement. Alors que de base, c'était quelque chose qu'on offrait sur l'appareil. Donc, on réduit les coûts, on a moins puis on a moins de troubles potentiels avec ces ports-là, etc. On met du USB-C comme c'est dans le cas présent. Je pense que c'est 2 USB-C. Donc, après ça, ben, si tu veux utiliser plus que ça, achète-toi un adaptateur. Puis c'est le cas dans la majorité des utilisateurs. Si on regarde, je veux dire, on a tous un méga adaptateur à la maison, un docking station à cause de ça aujourd'hui. Donc, c'est drôle, d'avoir réduit ce volet-là pour dire, bon, mais après ça, ben, les gens s'achèteront des adaptateurs. Fait qu'on a comme juste décuplé. On avait un appareil un peu plus gros parce qu'on avait besoin d'avoir plus de parts, mais on s'est dit, bon, réduisons les appareils puis créons un autre. Laissons les gens s'acheter un autre appareil à part pour gérer la reste. C'est quand même intéressant. C'est quand même drôle de voir ça, de se dire, OK, ben, on nous force finalement à s'acheter des adaptateurs, puis on ne veut pas nécessairement s'assurer qu'on m'en fournisse un peu plus de base. Tu as un excellent point. Là. On voit ici, ça c'est, je pense, un des anciens Mac Mini qui a 4 USB-C, HDMI, USB-A. Exact. Là c'est comme pour that's fait que le moindrement que tu as une coupe de gréement qu'il faut que tu branches, il va falloir que tu te gâtes un hub sur le côté, un docking station avec des prises. Puis, non, c'est un excellent point. Puis même peut-être dans la même veine, moi, ce que beaucoup de gens
ce qu'il disait, puis ça va être un peu la fin de mon topo là-dessus, là, mais étrangement, les gens chialaient beaucoup sur le fait que le bouton power de cette petite bête-là, il est comme en dessous. Puis là, c'est là quand même, je vais nous partager ça ici. Share. Là, on le voit peut-être moins bien, mais mettons que je zoome in un petit peu. C'est que là, présentement, je peux peut-être pas zoomer. Le bouton, il est en dessous du device. OK. Fait que quand ta petite POC Mac Mini est là, si tu veux power, tu pèses sur le piton power, tu lèves ton ordi, pèses sur le piton, redépose ton truc. Et ça m'a aussi un peu titillé, je dois t'avouer. Puis là, toute la communauté est en train de créer des 3D printing templates pour aller se faire leur propre petite patente. Et même lui, dans le fond, qui est juste ici, ce qu'il fait ici, c'est que donc, on voit quelqu'un, il s'est mis une espèce de support en dessous sur 4 Pour pattes. lifter Pour lifter l'appareil, ouais. Et quand il arrive juste ici, c'est que dans le fond, on le voit à l'écran pour ceux qui peuvent. Et voilà. Donc là, ça vient peser sur le petit piton en dessous pour partir le truc. Ce qui amène le gros débat. Toi, Joe, est-ce que tu fermes ton ordinateur régulièrement ou tu ne fais que le mettre en veille? Ben, honnêtement, je ferme très rarement mon MacBook, là, clairement. Là. Donc, tu sais, je veux dire, je vais le mettre en veille, puis je ferme le lap, puis that's it, hein. C'est surtout que maintenant, sur les nouveaux appareils, il n'y a plus l'enjeu de chaleur. Tu sais. Ouais. C'était un temps où on les éteignait parce que l'appareil chauffait, donc avait besoin de s'aérer. Mais là, aujourd'hui, sur les MacBooks, on n'a plus ça. Donc, il n'y a plus de chaleur générée, il n'y a plus de fan là-dedans, etc. Donc, tu sais, on est vraiment dans une optique où on a littéralement l'impression que quand on ferme l'écran, tu sais, tout simplement l'appareil, c'est comme si on l'avait éteint. Donc, Puis j'ose croire, parce que c'est pas des innocents chez Apple, d'abord moi, ils se sont dit la même affaire aussi. Tu sais, qu'il y a une majeure partie des gens qui ne font que sleep, faire dormir l'ordi, là, ferme l'écran, puis that's it, on reprend ça le lendemain. Fait que d'où, j'imagine, cette décision-là au niveau du hardware. Ça m'a quand même fait sourire un peu, ou ça m'a intrigué pas mal, ce truc-là. Puis clairement que je suis pas le seul, parce que là, il y a une communauté qui s'est enflammée par rapport à ça. mais tu as un bon point. Puis, tu sais, pour avoir eu des Mac mini, effectivement, la tendance qu'on avait, c'était pas de les éteindre, c'était vraiment juste de les mettre en veille. Puis, donc, je pense qu'ils ont juste poursuivi dans cette lignée-là. Mais c'est certain que pour ceux qui ont un besoin de l'éteindre après l'utilisation, ben là, le fait que le bouton soit en dessous, c'est quand même un désagrément. Oui, c'est ça. C'est bizarre un peu. Mais belle petite machine. Fait que je souhaite je souhaite à ceux qui vont se l'acheter une bonne partie de plaisir avec cet appareil-là. Je pense que ça va durer, on entend parler pendant longtemps. Puis c'est un appareil qui va durer quand même relativement longtemps si c'est bien entretenu puis c'est bien upgradé avec le temps. Absolument. Yes. Fait que c'est un peu un petit survol d'actualité, Joe. Yes. Yes. On s'est dit qu'on va essayer de faire ça sur une base relativement régulière, chers auditeurs. On risque de faire des switches, des fois un peu actualité comme ça. Des fois, c'est des épisodes un peu plus Thématique, plus long, etc. Donc, ouais, on va s'amuser avec ça, clairement. Exactement. Puis encore là, si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez qu'on aborde là-dedans, des éléments de la tech sur lesquels vous aimeriez qu'on jase un peu ou des sujets plus précis qu'on approfondisse, n'hésitez pas à nous commenter ça en dessous de notre vidéo. Yes! Excellent. Ben, gros merci à tout le monde, puis on se reparle très bientôt. Yeah, bonne semaine. Toi aussi, bye. Salut.